Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. Qui m'a proposé de me donner des leçons d'accordéon. Toi pas. Tu peux remarcher la tête haute, préviens tes apôtres. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Synchronisation des montres. 5, 4, 3, 2, 1. C'est la rentrée, bienvenue dans Radio C'est quoi ta France, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau studio, nouvel horaire et nouvelle équipe. On est très contents, on vous accueillera tous les vendredis de 21h à 22h sur Radio VL. C'est votre rendez-vous pour les citoyens connectés. Aujourd'hui, on va parler de la rentrée des classes, puisque du coup, on est désolé, on s'excuse, on a eu un peu de retard pour cette première, mais c'est pour le meilleur. On a passé un été un peu particulier, je ne sais pas pour vous, entre la forêt amazonienne, le G7. Il y a pas mal de gens qui vont passer au rattrapage, à mon avis. On va en parler aujourd'hui autour de cette table avec nos invités. Je vais faire un petit tour de table parce que vous ne connaissez pas forcément. Il y a certaines têtes qu'on connaît et d'autres qu'on va découvrir avec grand plaisir. Je vais commencer avec l'artiste de la semaine, Vidia. Bonsoir. Bonsoir. Varivonne, qui était également là l'année dernière. Je te remercie. Bonsoir. T'as vu comme on est sage ? J'adore, je sais pas pourquoi, mais t'es sage, mais en même temps tu t'es mis au fond de la classe. Hein. On sent, oui, parce qu'on est timide au début. Vous avez fait vos cahiers de vacances ou pas ? Bien sûr. Vous avez bossé un peu cet été ? Moi toujours. Oui, non, mais oui. Mes enfants les ont fait. Très bien, on va voir ça. À ma droite, on va retrouver Alexandré, qui nous fait le plaisir d'être là. Merci à toi. Parce que je crois que tu arrives directement du train. Ouais, j'arrive de la gare du coup. J'étais à Rennes cet après-midi. Ça s'est bien passé ? Ouais, c'était chouette. Ouais. Tu nous en parleras de la mobilisation, puisque du coup le sujet du jour, c'est également la mobilisation citoyenne autour du climat. Samy, qui nous rejoint, nouveau chroniqueur. Salut. Comment ça va ? Bien et toi ? Très bien, très bien. Pour cette première, comment tu te sens ? Hyper stressé, et maintenant que je l'ai dit, ça va redescendre. Bon, très bien, on est content. Alors, aujourd'hui, il y a eu cette grosse mobilisation qui s'est passée un petit peu dans toute la France, même au niveau, au niveau mondial, puisque du coup, j'ai vu des images aussi de Berlin, de la mobilisation à Berlin. J'ai regardé un petit peu les chiffres avant de démarrer l'émission. Est-ce qu'on a une idée précise d'à peu près du volume de personnes qui ont été mobilisées sur cette manifestation ? C'est plusieurs milliers de litres, c'est sûr. Non, moi j'ai aucune idée des chiffres, je m'intéresse pas en fait trop au nombre de personnes. Aujourd'hui c'était grève mondiale pour le climat, donc il y a plusieurs personnes qui ont appelé à faire la grève, mais c'est notamment les jeunes, donc les étudiants, mais même les lycéens en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir c'est que les jeunes, les très jeunes, de plus en plus se mobilisent. Donc aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de lycéens dans la rue, ça c'est intéressant. Et en plus voilà des grévistes classiques, des militants classiques, mais c'est pas la même chose. Et il y avait du monde à Paris, moi j'étais à Rennes, il y avait du monde, ça a bien bougé, c'était intéressant. Et puis il y a des pratiques qui se mettent en place, qui se développent, on sent que l'ensemble des gens se radicalisent, ce qui est une bonne chose, ça veut dire qu'on comprend mieux ce qui se passe en fait. Alors quand on parle de radicalisation, est-ce que peut-être tu peux développer, qu'est-ce qu'on entend par radicalisation ? Est-ce que c'est aller en confrontation vis-à-vis des forces de l'ordre, des CRS ? La radicalité, ça n'a rien à voir avec l'action. C'est un mode de pensée, c'est un principe philosophique qui cherche à retourner à la racine des choses. Donc chercher la racine des causes, des problèmes, etc. C'est juste un mode de pensée, c'est philosophique la radicalité. D'accord. Donc il n'y en a aucun lien entre la radicalité et l'action. Ça c'est un quiproquo, un amalgame qu'on fait parfois. Donc ça veut dire que médiatiquement on a un peu galvaudé ce terme-là pour... Tout à fait, comme beaucoup d'autres mots. Pour le décrédibiliser aux yeux du grand public. Peut-être, ouais. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent radicaux. C'est une méthode de pensée. Il y avait un parti politique qui était le Parti radical il y a quelques années, donc c'est un mot normal en fait. Ouais. Et la racine justement de tous nos mots, il y a un mot dessus ? Selon toi, Alexandre ? C'est le mal. Juste Alex. Le mal. Juste pas mon prénom. Alex. Ok, Alex. Dire mon nom de famille à chaque fois, mais ouais. Parce qu'en fait, du coup, quand tu dis que les gens se radicalisent dans le mouvement par rapport au climat, c'est qu'on retourne à la racine du problème. Ouais. Et si on réfléchit un petit peu 2 secondes à la racine du problème, c'est peut-être
qu'est-ce qui fait qu'on détruit la nature si ce n'est la recherche du profit qui fait qu'on surexploite et qu'on continue de consommer, qu'on continue de produire. Par exemple, rien que l'exemple du plastique qui continue d'être produit en masse, alors qu'en fait, il y en a suffisamment qui flottent sur la terre, dans les océans, et on n'a plus besoin d'en produire. Donc, est-ce que c'est la racine du mal, c'est cette... C'est une bonne question. Est-ce que le système économique, c'est la racine, ou est-ce qu'on peut encore remonter plus loin ? Parce que par exemple, est-ce que l'impérialisme et le système économique, c'est la même chose, ou c'est deux choses différentes ? Et du coup, c'est quoi la racine ? En fait, c'est juste un processus de pensée, et on peut toujours plus aller à la racine. Ça suffit pas de dire c'est le capitalisme et de s'arrêter là, tu vois. Moi, par exemple, personnellement, je suis anticapitaliste et je pense qu'il faut changer de système économique parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ça détruit l'environnement. Mais il faudrait pas se cantonner à ça et se dire c'est bon, on a fini le travail philosophique, on arrête. Il faut aussi continuer de se poser des questions, de réfléchir. Mais en même temps, il faut surtout agir, quoi. Et comment, du coup, on passe de la dimension théorique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris, parce que tu parlais des étudiants, une fois qu'on a compris que la façon dont on a de faire fonctionner la société est peut-être pas ce qui est le plus bénéfique ou le plus bienfaiteur, comment est-ce qu'ensuite on arrive à passer à des actions qui sont dans le concret ? Je te dis ça pourquoi ? Parce que l'année dernière, on était on est en contact avec d'autres organisations qui sont Climates pour les cités, puisque du coup on avait fait un duplex avec eux en direct de Pologne pour la COP 23, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un agenda politique. La société civile et les organisations tentent quand même de dialoguer, de se mobiliser pour tenter de faire réfléchir un petit peu la tendance capitaliste dont tu parlais. Comment est-ce que on peut trouver des résultats concrets alors que, pour vous donner un chiffre et rebondir sur ce que disait Maryvonne, on estime qu'en 2050, il y aura plus de déchets plastiques que de poissons dans l'océan. Ouais, du coup, la question, je suis pas sûr d'avoir bien saisi une question précise. Comment on agit ? Comment on passe de la théorie finalement à la pratique ? Est-ce que simplement le fait d'aller, par exemple demain, si on incite les gens à se mobiliser, à participer à cette marche pour le climat, comment est-ce que vous pouvez espérer dans votre organisation qu'il y ait des résultats qui soient latents, des résultats tangibles ? Ouais, c'est une question complexe. Il y a plein de formes d'actions différentes qui sont utiles. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il faut avoir une complémentarité des formes d'action. Il ne faut pas se cantonner à une seule qui va être la seule chose uniquement efficace, plein de trucs différents. Par exemple, construire des alternatives viables, etc. Ça, c'est important. Mais aussi lutter contre un système destructeur et tout. Enfin, aujourd'hui, il y a une chose qui est claire et nette, c'est qu'il faut laisser les ressources fossiles dans le sol. Il faut arrêter de les extraire, il faut arrêter de cramer du pétrole. Et ça nécessite de repenser tout notre système économique, tout notre système social, tout notre système politique. C'est un bouleversement total, en fait, de toute notre société, quoi, toute notre civilisation. Et ça, on a besoin de le faire si on veut survivre, quoi. Sinon, on va détruire toute la forme de vie sur la planète. Du coup, il n'y a pas de réponse évidente, mais il faut le faire. Alors, je voulais donner un exemple précis, parce que parfois on a de grandes idées et on essaye de consommer bio ou de faire local, de faire un peu le moins pire possible. Et puis il y a des exemples gros comme une maison qui apparaissent près de chez nous et où la question c'est comment on fait. Alors je le donne, cet exemple, c'est que j'ai une petite maison à la campagne que mon papa a construite dans le Vexin et là-bas il y a un projet depuis des années alors que c'est un parc régional, naturel, ce Vexin, et il y a ce projet de faire une nouvelle carrière qui viendrait pour une cimenterie, qui viendrait donc gréver la carrière, donc la pierre, la nature, et faire la pollution qui sera liée à ce projet est énorme. Et donc ça fait des années et des années, des dizaines d'années qu'on essaie de l'empêcher. Et là, il semblerait que ça va aboutir. Alors, la prochaine étape, ce serait quoi ? Et ce qu'on m'a dit, c'est une ZAD. Voilà. ZAD. C'est ça. Donc ça, c'est une solution concrète, efficace, qui marche, qui a déjà marché et qui remarchera. On peut peut-être expliquer ce qu'est une ZAD pour ceux qui ne connaissent pas. Je crois que l'exemple le plus récent, c'était la ZAD dans la zone de Nantes, c'est ça ? Ouais, alors le mot ZAD, historiquement, il vient de zone d'aménagement différé, qui a été mis en place autour de Notre-Dame-des-Landes, justement pour limiter l'aménagement, pour rien construire, parce qu'ils voulaient faire un aéroport 50 ans plus tard. Ça a été fait au XXe siècle. Et les militants se sont emparés de la zone et ils ont appelé ça zone à défendre. Parce que c'était la zone, en fait, eux ils disaient voilà, la nature qui est là, il faut pas tout raser, bétonner et construire un aéroport, quoi. Là c'est pareil, la nature qui est quelque part, il faut pas creuser un énorme trou de centaines de mètres dans le sol, extraire de la pierre, cette pierre qui va être utilisée pour construire, pour faire toujours plus de villes et tout dans Paris, notamment agrandir l'aéroport, quoi.
l'autre aéroport de Paris qui va être agrandi. Donc, En l'occurrence, ce projet-là, c'est pour du ciment qu'on enverrait en Allemagne, puisque l'Allemagne n'a plus le droit. Enfin, c'est elle-même interdit de faire des carrières. Par contre, le faire en France, c'est OK. Sauf que non, c'est pas OK. Donc, qui est motivé pour faire une ZAD dans le Vexin ? Alors, Il y a ce côté un peu qui s'y met. Parce qu'en fait, j'ai rien Le dit, Vexin, tu vois, c'est à 1 heure de Paris. On va dans le nord, sur la route de Rouen, mais c'est un petit peu avant la Normandie. C'est pas sympa pour faire des barbecues, ça. Alors moi, je ne fais pas de barbecue, je mange pas de viande. faire des aubergines, des brochettes, poivrons, oignons. Ouais, mais je fais ça, j'ai pas besoin d'un barbecue. Non, mais la notion de barbecue, généralement, on pense pas à courgettes. Ouais, ça dépend. Enfin, du coup, juste le mot barbecue. Enfin, si je vous dis barbecue, vous avez quoi comme odeur dans les... Moi, j'ai l'odeur du feu, quoi. Du feu. Ouais. Moi, de l'animal mort grillé. Bon, allez. Alors, du coup, j'en profite, vu que tu avais la parole, Marie-Yvonne, pour te présenter plus en détail, puisque du coup, tu as ton spectacle qui s'appelle Nous les humains, où justement tu parles un spectacle que je suis allé voir, qui est très bien, que je vous incite tous à courir voir, que tu as joué encore hier soir. Tu parles de notre rapport à la nature, notre rapport à notre engagement, à la société. Comment est-ce que ce spectacle t'est venu et comment est-ce que deuxième question, comment est-ce que tu sens la réceptivité de ton audience ? Alors l'audience, donc j'ai créé le spectacle il y a 3 ans et l'audience a changé. Mon spectacle il a grandi aussi. Ma façon de penser a changé. C'est peut-être radicalisé, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis en mouvement comme tous les gens. C'est-à-dire qu'on a beau entendre l'information, c'est bientôt trop tard, c'est bientôt trop tard, c'est trop tard. Mais il faut tellement de temps pour que l'information elle se dépose en nous, que vraiment on l'accueille. Et du coup, ce spectacle, l'idée, enfin c'était pas vraiment l'idée de départ, mais c'est ce pourquoi je continue de le jouer, c'est de ensemble avoir un moment où c'est pas une conférence, où on parle pas, où on parle de ces sujets-là, mais on utilise l'art comme vecteur pour ensemble rire de trucs horribles, donc ça s'appelle de l'humour noir, hein, et en même temps en pleurer aussi, donc pour laisser cette émotion se déposer en soi. Alors c'est un peu ce que disent aussi d'autres gens comme Pablo Servigne par rapport au fait que c'est important de laisser l'émotion. Qu'est-ce que ça nous fait de savoir que cette terre est à l'agonie, en plus de par l'intervention des humains. Donc le but du spectacle, c'est d'avoir un moment autour de ces sujets. Et les 3 sujets principaux, bon, bien sûr, c'est le mal fait à la terre, et que je relie aussi à la condition des femmes qui, historiquement, étaient celles qui gardaient les graines, qui avait un rapport... Oui, la terre est une femme. Voilà, ça c'est ma théorie. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait aux femmes, qu'est-ce qu'on fait à la terre, et qu'est-ce qu'on fait aussi à ces 1000 milliards d'animaux qu'on tue chaque année pour notre consommation. Donc je relie ces 3 sujets. Peut-être, Samy. Oui, j'avais une question parce que tu disais l'idée ce serait de se demander qu'est-ce que nous fait le fait de savoir que la Terre est en train de mourir, pour résumer. Ouais. Et toi, qu'est-ce que ça te fait ? Ah, je suis tellement triste. Je suis profondément triste. Triste, tellement triste. J'ai des enfants. Quand ils me disent maman, qu'est-ce que je vais faire plus tard, je suis plus tard. Quel plus tard, mon chéri? Plus tard demain ou... Plus tard, tu veux dire oui, c'est ça? Il me dit, est-ce que je serai dans un bureau comme papa? Écoute, alors on va apprendre à planter des pommes de terre, et puis on aura besoin de gens qui jouent de la musique, hein, continue le piano. Non, c'est vraiment très compliqué. Si on se confronte réellement à ce qui nous attend, c'est insoutenable. Donc, d'où la notion aussi de faire circuler, respirer dedans, passer par plein d'étapes, les fameuses courbes du deuil. Qui nous permettent d'accepter ce qui est en train de se passer dans sa chair, et de l'habiter, cette information, de l'être. Je suis l'information. Et de plus juste la dire sans la penser. Je sais pas si je suis claire. C'est très clair pour moi. Et du coup, toi, Samy, comment tu te sens par rapport à ce qu'on parlait des mobilisations qui touchent, moi, à mon époque, les mobilisations citoyennes, c'était plutôt sur des lois économiques, le CPE, ce genre de choses. Là, il y a une vraie, une vraie radicalisation, pour reprendre ton terme, non galvaudée, qui est qu'en fait, la conscience populaire se tourne davantage vers ces questions-là. Toi, Samy, par exemple, comment on n'est pas exactement de la même génération, comment est-ce que tu vis ça, J'ai toi ? vécu les mêmes mobilisations que toi, je pense. Ouais. Au CPE, j'allais arriver au lycée, ouais. Donc c'était à peu près la même période. Comment je me sens par rapport aux mobilisations en elles-mêmes? Moi, je vois surtout les violences policières.
c'est le truc qui m'horripile le plus, quoi. Genre, je participe pas parce que j'ai chaud de me faire tu vois, casser un genou, tu vois, j'ai trop de choses à accomplir pour me laisser blesser bêtement comme ça. Je vois des gens qui perdent des yeux, je vois des gens qui perdent des mains, et je me dis mais c'est un truc de fou, il y a personne qui réagit à échelle gouvernementale, tu vois. Je veux dire, les gars sont là en train de laisser passer les choses et ils arrivent à le justifier, tu vois. Et ça fait monter l'instinct de révolution, justement. Et ça, justement, je tiens à le dire, c'est quelque chose qu'on fera dans toute la saison de C'est quoi ta France. Toutes les différentes mobilisations citoyennes, on en parlera. Et toutes les violences policières, on en parlera également. Puisque du coup, moi, il y a des gens aussi qui se sont mobilisés sur d'autres sujets, que ce soit les Gilets jaunes, et qui m'ont parlé, des gens que j'ai vus, qui m'ont parlé un petit peu des violences policières qu'il y avait. C'est vrai que dans n'importe quel système démocratique, que ce soit ici ou ailleurs, on va parler de Hong Kong aussi tout à l'heure, c'est pas des choses qui sont acceptables. D'ailleurs, comment est-ce que vous faites, par exemple, pour attirer peut-être des gens, des pères de famille qui ont envie de participer à une manifestation comme celle de demain, où tu seras. Tu vas nous en parler. Comment vous faites pour essayer de les rassurer, pour que s'ils ont envie de venir en famille, voilà, moi je me mets à leur place, je serais un peu flippé. Ouais, alors du coup, juste pour faire le point pour ceux qui nous écoutent en live, demain il y a 2 rassemblements différents. Il y en a un, c'est Gilets jaunes, 10h sur les Champs-Élysées. Et l'autre, c'est Marche Climat, 14h30 au niveau du Luxembourg. Et du coup, c'est assez différent. Et du coup, la Marche Climat, organisée par l'Interrogat Climat, donc c'est Greenpeace, Alternativa, NV21, etc. Eux, en gros, ça va être tranquille, familial et tout. Et les flics vont pas foutre la pression. Et les gens vont rester non violents, quoi. En gros, ceux qui vont à cette marche-là, ils s'engagent à être totalement non violents et tout. Et en plus de ça, il y a un autre truc, je tiens juste à le dire, c'est demain matin, donc samedi 21 septembre, à 9h, il y a un rassemblement qui est appelé justement pour faire une convergence entre écolos et Gilets jaunes, à 9h du mat à Madeleine, donc pas loin du palais de l'Elysée. Et voilà. Mais en gros, comment faire pour faire venir des gens qui ont envie de ne pas prendre de risques dans des manifestations? Mais en fait, ça demande de sécuriser, d'encadrer la manifestation. Mais c'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait la violence elle vient toujours d'abord de la police, tu vois, et du coup c'est une sorte de jeu de provocation chelou, quoi. Je serais pas la meilleure personne pour répondre là-dedans. En tout cas il y a des gens qui ont des principes très carrés, très fermés et qui veulent jamais en déroger, mais du coup c'est gênant pour d'autres formes d'expression populaire qui sont peut-être un peu plus sauvages, un peu plus revendicatifs parfois et qui peuvent pas rentrer là-dedans, quoi, et qui du coup sont obligés de s'exprimer en dehors de ça. Alors là, il faut que tu m'expliques. Soit je me suis absentée sur une autre dimension, mais redis cette phrase. Ça t'ennuie pas de développer un peu? C'est chaud de redire parce que je pourrais pas redire ce que je viens de dire, je sais pas. Mais en gros, j'ai dit, il y a des formes d'expression populaire qui sont très carrées. Donc, en gros, si on aurait le choix, enfin, de quoi on a le choix entre la marche du climat qu'on a fait, moi que j'ai fait en famille plein de fois. Et c'est clair, c'est tranquille. C'est cool, c'est sympa. C'est sympa. Musique, Il va rien se passer après, mais on l'a fait. On est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus tristes ensemble, c'est merveilleux. Et il y a les gilets jaunes. Ouais. Et donc ça, clairement, tu risques de perdre un œil, une main. Enfin, il y a un risque. C'est-à-dire que tu mets un gilet jaune, tu n'as même pas le droit de te protéger. Que la police te crève un œil ou t'arrache une main. Exactement. On va le dire comme ça. On est complètement d'accord. Donc, en tant que parent, évidemment, on choisit la marche pour le climat. Et est-ce que on peut parler de l'organisation avec laquelle tu travailles? Ouais, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas cité le nom, mais moi, c'est vrai que je suis militant chez Extinction Rebellion. Ouais. Voilà, donc c'est une organisation, un mouvement, un collectif, c'est pas une asso officiellement, qui c'est pas un mouvement climat. Ça, je tiens à le dire très clairement. On se bat pas pour le climat. On se bat pour la survie des espèces vivantes, la survie du vivant, le vivant en général, la vie, quoi. Et c'est assez récent, ça a été créé il y a 1 an en Angleterre. En fait, c'est des gens, ils sont posés pendant 2 ans, ils ont réfléchi à fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver le monde et tout machin. Ils ont réfléchi à fond pendant 2 ans et ils ont sorti Extinction Rebellion. Donc c'est vraiment bien réfléchi, il y a un plan, il y a un truc et tout machin. Et du coup voilà, c'est cool et on fait plein de trucs. Et du coup, ce serait un 3e cadre de manifestation. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors, peut-être puisque tu disais il y avait des cadres préétablis, la manif à papa, parce que papa a besoin de ses yeux et de ses mains, comme tout le monde, comme tout le monde en vérité, mais qui n'ose pas aller faire la manif gilet jaune, même s'il en a envie. Et puis il a les gilets jaunes. Et donc, par exemple, si j'ai envie, moi, je suis maman, de participer à Extinction Rebellion, comment je fais? Oui, tu peux, viens. Mais par contre, Merci. XR, Extinction Rebellion, on abrège par XR. XR. On fait pas de manif.
on n'organise pas de manifs parce que justement on part du constat que les pétitions, les manifs, les tribunes et tout, ça fait 50 ans qu'on en fait, c'est sympa, il faut en faire et tout, mais ça suffit pas. Et nous on fait autre chose, on organise des actions de désobéissance civile non violente, on garde un consensus d'action non violent parce qu'on considère que c'est comme ça qu'on peut avoir le plus de monde qui nous rejoigne et justement c'est inclusif. Inclusif, c'est-à-dire qu'on peut inclure tout le monde, donc par exemple les familles, les jeunes et tout, les vieux, etc. Et on va faire des actions qui sont pas des manifs, ça va être le blocage de tel truc, ça va être une ZAD. Total à la Défense. Hein Total, la Défense, c'était vous? Alors, il y avait beaucoup de personnes de l'Extérieur qui ont participé, mais ça a été organisé plutôt par justement ce qu'on appelle l'Interroga Climat, donc c'était les Amis de la Terre, ANV COP21, Alternativa, un peu Greenpeace et tout aussi. Okay. Mais voilà, c'est ce mode-là d'action. On va bloquer, par exemple, la Défense, le 440, donc les grands capitalistes qui détruisent le monde. On les bloque là pendant. Là, ça a été qu'une journée, mais en octobre, à partir du 5 octobre, on va faire pareil pendant toute une semaine. Pendant toute une semaine, on va bloquer Paris, on va bloquer l'économie, on va bloquer la politique française. Et du coup, si on bloque juste un jour, c'est chiant, mais c'est pas grave. 2 jours, il commence à suer un peu. Au bout de 3 jours, c'est la panique, quoi. Et du coup, mais du coup, la question, ça va être est-ce qu'on risque Enfin, je ne sais pas, hein, mais non, là, il y a peu de est-ce risques. qu'il y a des risques? C'est bien fait, c'est bien géré, c'est des choses qui se mettent en place de manière assez calme, assez tranquille, c'est non violent. Et on le voit bien, c'est intéressant. Il y a cette image que tout le monde a vue où il y a le policier qui arrive et qui gaze dans les yeux les gens en juin. Donc ça, ils ont fait ça en juin. Et waouh, ils se sont pris un retour de bâton qu'on appelle effet boomerang et tout. Et du coup, maintenant, ils le font plus en fait. Maintenant, ils nous gazent plus quand on fait la même chose parce qu'ils ont compris qu'en fait, c'était une mauvaise image pour eux. Du coup, quand on est assis par terre comme ça, juste en train de bloquer, en fait, ils nous enlèvent quoi, comme ça et tout. Mais ça prend des plombes. Il faut être lourd. Il faut être lourd, ouais. Ça, je peux faire. Ok, cool. Je vais peut-être donner, on reviendra après sur les manifestations. Merci pour la présentation d'Extinction Rebellion que moi j'avais commencé à remarquer sur du street art justement parce qu'il y avait des pochoirs et tu parlais des différentes formes d'expression. L'art est très important dans ce mouvement, on appelle ça artivisme, c'est un mélange entre activisme et art quoi. C'est de l'art politique et tout, on revendique des trucs mais avec de l'art. Du coup, nous, on se positionne comme vidéactiviste au sein de C'est quoi ta France parce qu'on fait aussi des vidéos qui peuvent avoir de l'impact. Je me tourne vers Vidia. Comment est-ce que toi, tu peux te servir de l'art pour essayer d'éveiller les gens, les consciences? Je sais que ça fait partie de la fibre de ton travail. Est-ce que tu peux nous en parler de ton approche intellectuelle et des projets sur lesquels tu travailles en ce moment? Eh bien, oui. Je vais le faire tout de suite. En fait, moi j'ai fait. C'est vrai que moi je pense que l'art, effectivement, il a un rôle hyper important. Enfin, l'art et plutôt la culture, en fait, en général, dans tout ça. Et moi, je pense aussi que chacun son champ d'action, finalement, et qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Pour le faire bien, il faut voilà. Donc chacun son rôle, il y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui sont en train de penser à des choses, des stratégies, il y en a qui réfléchissent, il y en a qui agissent sur d'autres plateformes. Et moi, je suis plutôt dans l'art, donc, et j'essaye, avec le peu de moyens que j'ai, de faire cogiter un peu sur la place de l'homme et les capacités qu'il aurait à pouvoir s'en sortir mieux que l'homme avec un grand H. Hein. L'homme avec un grand H. Parce qu'on va faire des formats aussi sur le capitalisme patriarcal, donc c'est pas le sujet. Mais je suis sûr que tu as plein de choses à nous dire dessus. Ouais, grave. Non, donc du coup plutôt ça, et plutôt dans un délire un peu plus écoféministe pour rejoindre le propos de Maryvonne, donc qui établit plutôt que la maternité est plutôt appropriée à la nature et non pas à la femme, et donc il doit y avoir une conscience en fait collective autour de la prospérité. Voilà, donc c'est comment est-ce qu'on intègre cette notion, comment est-ce qu'on vit avec, et après moi j'utilise cette notion-là qui est en trame dans à peu près tout mon travail. Voilà, donc c'est une sorte de responsabilisation de son corps et savoir comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire mieux. Donc voilà. C'est son corps, le rapport aux autres, le rapport à la nature et à sa conscience. Oui, c'est ça. C'est un peu, du coup, sur plusieurs formats, je vais aller chercher une chose, une autre. Dans une vidéo, on va parler justement de comment est-ce qu'on s'approprie les idées, comment est-ce qu'on a accès aux idées, à la science, et quoi faire avec ça. Ou une autre, c'est justement cette histoire de maternité, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui le voir d'une autre manière et s'approprier ce rôle de procréation. Voilà, donc sur plusieurs domaines, je vais aller chercher ça. Et pour rejoindre en fait le street,
puisque finalement aussi le street c'est une manière de pouvoir communiquer, parce que nous du coup en tant que plasticiens on va beaucoup travailler dans des galeries et du coup l'accès en fait aux gens est plus difficile parce qu'il y en a peu en fait qui poussent la porte d'une galerie pour aller se titiller les neurones. Donc du coup moi j'utilise quand même pas mal le street pour aller dehors et coller des choses et faire mon petit travail tranquille. Des affichages, des affichages, des collages dans Paris. De la désobéissance civile aussi. De la désobéissance aussi. Bon, après, moi, je me cache pas plus que ça. Donc, du coup, j'estime quand même que ça rentre dans un cadre d'information. Voilà, je me dis, c'est un moment. Voilà, c'est vrai qu'après, chacun prend ses risques à sa mesure. Mais moi, je trouve que ça vaut le coup. Donc, voilà. Je fais ça. Je te remercie d'avoir précisé que l'art et la culture devaient sortir de ta galerie, parce que c'est aussi pour ça qu'on avait fait les premiers formats d'Expo C'est quoi ta France auxquels tu avais participé. Je vais vous faire... on va passer à une prochaine séquence. Je vais vous parler d'un petit peu d'actualité. C'est un peu une revue de presse internationale. Bon, il y a aussi des nouvelles françaises. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Voilà. On commence, donc c'est Afrique-États-Unis. On a vu cet été les fils de Trump qui étaient en train de braconner en Afrique. Vous l'avez vu passer ou pas? Non. Oui. Ça me dit quelque chose, mais... Ouais, j'ai vu passer, moi. Ouais. Ça passe pas, d'ailleurs. Ouais, ça a du mal à passer. Parce que je crois que toi, dans tes activités, tu braconnes. tu braconnes un peu le On braconne pas mal chez XR, hein, on aime bien. Non, mais je crois que tu es impliqué sur aussi les nouvelles façons de produire. Ouais, alors moi j'ai bossé en effet. Moi j'ai fait des études d'ingénieur agronome. Oui. Du coup j'ai cherché du taf et j'ai trouvé du taf que dans l'industrie de l'élevage parce que c'est ça qui marche aujourd'hui, hein, parce qu'on mange beaucoup trop de produits animaux. Et du coup j'ai bossé dans un truc qui fait de la nourriture pour les animaux en bio. Donc en gros comment ça marche? On prend des végétaux, on fait de la bouffe et on le donne à manger aux poules, aux cochons, aux vaches et tout, et ils mangent et après on les mange quoi. Et voilà, donc ouais, j'ai bossé là-dedans, du coup je connais bien, mais le braconnage je m'y connais pas trop quoi. Non, mais c'était simplement sur le rapport aux animaux, etc. Donc il y a des nouvelles techniques peut-être pour les élevages un peu plus... Ah bah oui, c'est la technique à fond, c'est l'animal, c'est une machine, on va chercher à augmenter le rendement, la productivité et tout, non, alors, c'est que ça quoi, ouais. Ce qui me fait quand même bloquer, c'est qu'en fait d'un côté on a du mass production sur de la volaille, sur des produits, etc. Ouais. On a tous vu les vidéos, on en reparlera la semaine prochaine parce que du coup l'un de nos invités c'est quelqu'un qui a visité ces abattoirs, donc on en parlera encore la semaine prochaine. Mais là je voulais juste faire un petit focus, c'est-à-dire que d'un côté on a de la masse production, ouais, et de l'autre en fait on est capable de faire écouter du Mozart à du bœuf de Kobe et à les masser. En fait à quel moment est-ce qu'il y a dialogue là? Qu'est-ce qui se passe? C'est du marketing. Ouais, c'est du marketing aussi ça. C'est du marketing, mais c'est il y a toujours eu du luxe. C'est-à-dire qu'il y a de la viande de luxe, comme il y a des montres de luxe. Il y a des montres à 100 000. Enfin, il y a des prix, des gens qui mettent des prix de dingue pour une montre. Et ben, c'est pareil, je pense, avec l'animal. C'est un produit comme un autre dans cette société. Tu en parles aussi. C'est pas un individu, c'est pas un être sentient, c'est un produit, comme cette table. Donc il y a vraiment... beaucoup de choses à faire. Mais ça m'est pensé, alors je sais pas où on est XR par rapport à ça, et je trouve que c'est important, cette fameuse convergence des luttes dont on entend beaucoup parler, c'est-à-dire la cause des femmes, la cause des animaux, la cause de la planète. Les intersections. Et j'ai l'impression quand même, tout à l'heure tu blaguais en disant il y a le mal, mais il y a quand même un peu des choses qui semblent pas bien, quoi. Violer les femmes c'est mal, arrêter de tuer des animaux sans arrêt c'est mal quand même, mince. Enfin, et l'intersection ce serait pas essayer de faire un truc le mieux possible, le plus être gentil, et alors quand on dit ça on a l'impression qu'on est des bisounours. Alors, non mais il faut réfléchir en fait. Non mais en fait sur ce point-là, moi je vais te faire réagir dessus. Pour moi il y a à la fois la société civile qui est capable de se mobiliser comme vous le faites, et d'un côté on va avoir des leaders internationaux, des institutions internationales qui m'ont l'air d'être complètement déconnectés de ça. C'est-à-dire qu'on a cité le G7 tout à l'heure. La semaine prochaine, il y a un sommet de l'ONU, le 23, je pense pas que ça ne t'a pas échappé. J'avoue que je m'intéresse pas à ces trucs-là en fait, parce que c'est des guignols quoi. Donc vous considérez que c'est pas du tout dans le débat? Moi personnellement, alors je vais pas parler au nom d'XR, mais personnellement je considère que c'est des ennemis, qu'on est dans une guerre des classes et qu'il faut lutter quoi. D'accord. Okay. Marxisme classique quoi. Ok. Rien de nouveau.
Et est-ce que, pardon, j'avais pas fini du coup, mais j'ai pas été au bout. Non, mais c'est parce que moi-même je me suis interrompue. Du coup, donc il y a le marxisme et l'anticapitalisme. Et est-ce qu'il y a des antispécistes dans le mouvement XR? Ouais, plein. Ok. Il y a donc du coup XR, c'est un mouvement qui se veut inclusif, donc tout le monde peut rejoindre. Et indépendamment de son niveau un peu, tu vois, de déconstruction ou de militantisme, personne n'est parfait, personne n'est pur, mais du coup, enfin bref, et on fait un peu des cercles affinitaires ou des cercles. Il y a un cercle antispéciste, il y a un cercle écoféministe, il y a un cercle anarchiste. C'est des gens qui ont envie de discuter de trucs, donc c'est soit juste se partager les bouquins, les vidéos, soit carrément organiser des actions comme ça et tout. Alors le mouvement en lui-même va pas officiellement se dire antispéciste, il va se dire pour le vivant. Donc la nuance quand même fine mais présente. Parce qu'il y a aussi des gens, il y a des gens dans XR qui sont éleveurs. C'est des petits paysans bio, bien, tu vois, c'est pas l'enfer sur Terre, mais ils sont éleveurs et ils tuent les bêtes pour les manger, quoi, tu vois. Donc on a les deux, on a des antispés, des éleveurs. Et ça cohabite bien, du coup franchement, ça va. Franchement, c'est pas mal, ouais. Ouais. Ça marche bien. Mais tu as dit un mot qui est très important, c'est le mot pureté. L'erreur, c'est de chercher une pureté. On n'est pas des êtres purs, on a beau avoir les meilleures intentions du monde, il n'y a pas à chercher ça en fait. Et je me souviens quand j'ai rencontré Brigitte Gauthier pour la première fois qu'elle était venue voir mon spectacle, Brigitte Gauthier qui a fondé L214, et j'étais là, mes chaussures sont en cuir, mon manteau il y a de la laine, elle vient voir mon spectacle, je suis pas prête. Et il y a juste 0% de jugement. Elle va pas te démonter là-dessus parce que chacun fait son cheminement et que moi je mange encore des produits laitiers, et alors on n'est pas là à dire oui mais toi regarde ta montre, il y a quoi, il y a du cuir dessus. C'est certainement pas ça c'est ça la problématique, j'ai l'impression à ce niveau-là, c'est que c'est un problème qui se situe au niveau de l'humain, tu vois, c'est le jugement constant des autres, de ce qu'ils font, plutôt que fait de se recentrer sur soi déjà et de juste tout à l'heure tu parlais de faire respirer, tu vois, la méditation, tous ces trucs-là. C'est ça l'avenir. Je pense qu'on devrait tous méditer, tu vois. Ça, c'est mon avis personnel. Parce qu'on découvre un monde intérieur qui te fait vite comprendre que la vie, c'est plus important que le truc matériel, la course à l'argent comme le font les guignols du G7 2245. Tous ces mecs-là, ils ont juste leur but, c'est de prendre un maximum de ressources et puis de vivre très très bien jusqu'à la fin de leur vie, et puis les plus pauvres on s'en tape, quoi. C'est juste ça. Mais ils sont déconnectés de leur propre corps, de la nature, de la planète, ils sont complètement je pense qu'ils s'aiment pas, ailleurs, tu vois. Il y a une notion d'amour qui pour moi est importante, c'est que quand tu t'aimes pas toi-même, tu peux pas aimer les autres, tu peux pas aimer la vie, tu peux pas aimer les animaux, la nature, c'est pas possible, tu vois, parce que t'es focus sur des trucs, combien une maison plus grande, plus d'argent, plus de, tu vois. Enfin voilà. J'enchaîne sur la prochaine nouvelle. Vous me dites si vous l'avez entendu passer. Le maire de Méjeanne-le-Clap dans le Gard signe un arrêté anti-pesticides. Ouais, moi j'ai un peu suivi tout ça. Ouais. Mazel tov. Et ça se fait de plus en plus. Ça a commencé avec un type à Langouette dans l'île-et-Vilaine, Daniel Keuf, qui a dit pas de pesticides à côté des maisons, quoi. Et puis ça s'est monté en choucroute et tout. L'État a dit non, vous avez pas le droit. Il a dit mais tant pis, je le fais quand même. Il s'est pris un procès, nanana et tout. Et du coup, il y a plein de maires qui se sont dit attends, mais what? Et ils ont fait pareil en fait. Et ouais, c'est intéressant de voir ça parce que après, c'est un système complexe parce qu'aujourd'hui, le système agricole, il est là pour nourrir les gens. Et aujourd'hui, on utilise des pesticides, des tracteurs, on laboure le sol et tout pour nourrir les gens. On peut pas juste s'arrêter. Sinon, on mange plus, quoi. Enfin, c'est chaud. Alors, il faut vraiment réfléchir. Et c'est pour nourrir les gens, c'est aussi pour nourrir les bêtes. C'est seulement à 70% pour les bêtes. Seulement à 70%. Voilà, la majorité de ce qu'on produit, c'est pour nourrir les bêtes. C'est quand même énorme. Des bêtes. C'est fou. Donc, en effet, si on changeait de système, mais ça demande de radicalement changer tout ce qu'on fait, quoi. Et de comprendre comment ça marche. Tu vois, l'histoire on m'a expliqué le ver de terre, parce que comme on laboure trop profond. On manger des insectes, c'est ça? Non, mais comme on viole la terre régulièrement, on la laboure trop profond, et on mélange des couches de terre qui n'ont pas. La nature est bien faite, en fait. Il y a les terres superficielles, les couches superficielles qui n'ont pas à être mélangées avec les couches profondes. C'est des couches rouges, et c'est pour ça qu'on dit qu'elles saignent. Or, les vers de terre, du coup, ils se retrouvent à être complètement bouleversés, alors que leur job à eux, c'est de construire des petites galeries de la superficie jusqu'au fond, et du coup quand il pleuvait, chers amis, eh bien ça allait dans ces galeries, donc ça drainait et ça remplissait les nappes phréatiques. Labourage, plus de nappes phréatiques, inondation, c'est fini. Donc si moi qui n'ai pas étudié ce sujet, je le sais, qui n'est pas au courant, c'est pas possible. Les agriculteurs doivent le savoir, l'État doit le savoir, donc il faut qu'il y ait quand même une volonté de passer l'information
qu'on a dans le cerveau à l'action. Enfin, c'est ce passage-là qui ne se fait pas. Et que justement, peut-être, comment est-ce que chez XR, ou peut-être toi personnellement, comment est-ce que vous voyez, parce que tu disais tout à l'heure, on est un peu dans la lutte des classes, et je peux comprendre très bien cette approche, sauf que peut-être que de façon pragmatique, le fait d'aller chercher une mairie, d'aller chercher en local, une prise de pouvoir va vous permettre aussi de faire d'appliquer pratiquement de façon pratique votre théorie et de l'idée par l'exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé chez vous, chez XR aujourd'hui? L'échelle municipale, c'est sûr qu'elle est intéressante. C'est l'année prochaine, les gars. On peut avoir plus d'impact que sur le national, l'Assemblée et tout. Après, XR, c'est un mouvement qui fait de la politique, mais qui est apartisan. C'est-à-dire qu'on n'a pas de parti et on cherche pas à rentrer dans le système électoral actuel. On veut pas faire des listes et tout. Ça, c'est exclu pour 2020? Ouais, c'est clairement exclu pour Extinction Rebellion. Après, si moi j'ai envie de me présenter au municipal, ça sera en ton nom, d'accord. Okay. Mais je vais pas mettre le logo et tout comme ça, quoi. Voilà. Après, les municipales, c'est important, il y a des choses à faire, mais on se rend compte là, justement, sur ce truc anti-pesticides que déjà c'est compliqué. On peut pas juste dire on arrête, on continue et tout. C'est vraiment compliqué. Et en plus, même si on veut dire on arrête, en fait, on peut pas parce qu'il y a l'État derrière qui dit non. Il y a les lobbies, les grandes entreprises et tout. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société marchande où le but de la société, c'est de faire un max de profit pour les 1% qui détiennent les moyens de production, et qu'en fait c'est ça qui nous enchaîne, quoi. Et du coup, à un moment donné, c'est ce système-là qu'il faut détruire. Ouais. Très bien. J'enchaîne. On a vu cet été un ministre assister à une corrida. Ministre de l'Agriculture. Ministre de l'Agriculture, merci de la précision. Assister à une corrida. en série, franchement. Ouais. Ce que tu nous racontes là, c'est. Voulez-vous passer ou pas? Ouais. Okay. Mais c'est notre culture à nous dans le sud. Mais oui, et le viol des femmes aussi, d'ailleurs, c'est notre culture. Sérieux, elle a bon dos, hein. C'est clair, c'est vraiment très choquant. Mais du coup, il y a des choses qui bougent, même en Espagne, il y a des anti-corridas qui... Bien sûr. Enfin, ce mouvement, c'est le bon sens, en fait. C'est de la barbarie, ça ne sert à rien. Encore, ils le mangeraient derrière. Moi, je crois qu'ils le bouffent. Hein. Tu crois? Ouais. C'est comme sur les îles Féroé. Mais ça, c'est vraiment abominable. Chaque année, The Grind ou The Green, je sais pas comment on dit. Donc c'est au Danemark, les îles Féroé. Ce sont des îles magnifiques, ça ressemble un peu à la Bretagne, c'est très joli, très mignon. Et donc ils massacrent des baleines sur une baie. Et c'est drôle. Et à une époque, ça se faisait, c'était la tradition, parce qu'en fait, les gens, ils avaient besoin de se nourrir des baleines. Ils récupéraient la graisse, ils récupéraient la peau, ils récupéraient les os. C'était pour survivre. Et c'est là où c'est très important, et dans la notion antispéciste, c'est juste de réfléchir à est-ce que j'en ai besoin de cet animal-là pour survivre. Entre la vache et moi, si je n'ai pas le choix, je la mangerai. Mais là, ils font ça, ils tuent ces baleines. Et en fait, il y a une sorte de cimetière des baleines, parce qu'en fait, ils les tuent et ils n'en font rien. Ouais, c'est un sport, quoi. C'est un sport. J'en ai plusieurs, on va essayer d'enchaîner. Vas-y. Tu voulais qu'on réagisse? Non, bien sûr, mais l'idée c'est de réagir dans un compte en cours, parce que là, c'est... voilà. Alors, yes, teacher. On a vu DiCaprio donner $100 millions pour dire non à la chasse aux États-Unis. Lourd. Vous avez vu passer cette info? Lourd. Franchement, je l'avais pas vu. Vous votez pour? Pour. Ah oui. Ok. Ouais, il faut la thune. Bien sûr, non mais c'est ça. En fait, c'est la question sous-jacente, c'est en fait, est-ce qu'on peut changer le système simplement en s'opposant à lui ou en se servant un peu des leviers qui existent déjà du modèle économico-libéralo-capitaliste? Ouais, faut tout faire. Bah oui. Ça, vous êtes raccord chez XR là-dessus? Il y a quand même des gens qui pensent que... Ouais, c'est compliqué parce que parce qu'il y a eu des propositions, il y a eu justement des très riches américains, notamment des philanthropes là, qui voulaient donner des sous aux jeunes écoles et tout. Allez, on vous donne des sous comme ça, vous sauvez le monde et tout. Et donc ils ont fait des propositions pour donner des fonds à Extinction Rebellion. C'est un mouvement international, Extinction Rebellion. Hein. Ok, vous êtes dans combien de pays? Partout, plus de 50, 60 pays, vraiment partout. Et enfin, pas partout. Vous avez mais des ambassades dans chaque pays, du coup? On n'a pas d'ambassade. Non, c'est autonome, décentralisé, horizontal, il n'y a pas de chef, il y a juste des gens qui tout à l'heure, tu s'organisent. parlais d'un logo, c'est pas un sablier ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça, c'est un sablier dans un cercle. Dans un cercle, effectivement. Du coup, le cercle, c'est la planète, la vie, tout ça. Et le temps qui passe. Et le temps qui passe et l'urgence. Bientôt l'urgence, ok. Et du coup, ils voulaient donner des sous, ces milliardaires, un peu comme DiCaprio voulait donner des sous aux anti-chasses. Et il y a plein de gens qui ont accepté et tout, qui étaient chauds. Ouais, vas-y, on prend les sous pour faire la révolution et tout. Et il y a qu'en France, on a dit non, on veut pas prendre les sous des milliardaires américains parce que ça sent pas bon. Parce qu'on est la France. D'ailleurs, il y a des conditions. D'ailleurs, il n'y a pas de conditions, c'était sans condition. Tenez, on vous donne les sous, mais on a fait. Mais vous n'en aviez pas fait. C'est de l'argent sale, on n'en avait pas. C'est de l'argent sale et tout. Alors, on a vu en France aussi les silencieux désormais autorisés pour la chasse pour protéger Louis des chasseurs. Arrêté officiel publié au journal officiel par le ministre de la Transition écologique. C'est extraordinaire. C'est faux parce qu'il n'y a plus de ministre de la Transition écologique. C'est de Rugy et on l'a viré. Il y a quand même encore un ministère. Il n'y a plus de ministère du coup? Plus de ministre.
Parce que cette info, je crois qu'elle est passée au Borne, JO. ministre des Transports, qui a repris son taf, mais. Enfin, c'est un peu une blague, quoi. Mais genre, officiellement, il n'y a plus de ministre de l'écologie aujourd'hui en France. Ah bon? Ouais. Mais parce que c'est pas un sujet. Parce qu'il a mangé ok. des homards. Ah oui, là. Ah oui. Attends, Ouais, mais il y a un c'est le secrétaire d'État ministère quand même qui doit être. qui est à Il y a quand même des services Alors, qui après, bossent derrière. je connais pas les détails du truc et tout. Moi non c'était plus, un peu hein, pour la blague, je mais- me. Tu en sais certainement plus que moi, mais je pense Ouais, que. je sais qu'aujourd'hui à la manif, il y avait un truc sauver les homards, manger des ministres. Voilà. Ah, donc c'est ça. C'est très mignon. On vous passera les meilleures pancartes des manifs qu'on verra tout au long de la saison dans C'est quoi ta France, et on en profite pour embrasser les Furieuses, puisque du coup on les connaît, ils font aussi pas mal de pochoirs pour des manifestants. On a vu deux initiatives intéressantes. Un chercheur français qui arrive à transformer les déchets plastiques en essence. Vous l'avez vu passer l'info? Non, bah non. C'est Bah trop non, j'ai bon pas pour la vu. Terre pour que ce soit trop diffusé, tu vois, c'est pas possible. Non, Ah, j'ai pas du tout passé. Elle est bien cette info. Elle est bien cette info, j'en ai une autre Bah, au revoir. encore mieux. Allez. Je passe le bonjour aux Marseillais de la start-up de Corail qu'on voudra inviter ici. Je sais pas si vous le connaissez. Ils font des baskets avec des bouteilles de plastique recyclées. Stylé. Voilà. Et en plus, vous pouvez aller voir sur Instagram, elles sont très sympas. Et je pense que j'irai en commander très prochainement. Corail. Corail, vous pouvez les vérifier. On a vu passer le World Cleanup Day. Ouais. Ah oui. C'est Ouais, des c'était journées. hier, non? C'est Ou demain. aujourd'hui, C'est demain. C'est demain. C'est journée de mobilisation mondiale pour ramassage de déchets. Donc ça Ah fait. bah ça c'est bien. Ouais. Est-ce que ça suffit ça? Est-ce que ça suffit à arrêter de produire des déchets? Du coup, non. Du coup, ça légitime le fait de jeter ces déchets dans la nature. Alors, c'est bien, il faut le faire, il faut ramasser les déchets. Mais ouais, il faudrait surtout pas se dire ah, c'est bien ce qu'on a fait et s'arrêter là, quoi. C'est ça le Ouais. risque. Ouais. C'est de Mais croire que ça déjà suffit. pas mal. C'est bien, il C'est-à-dire faut le que ça faire, il faut ramasser les conscientise déchets, quand c'est clair. De ramasser, l'action de ramasser, Ouais. elle est quand même importante. Et c'est vrai que pour les gens qui veulent commencer, qui se disent qu'est-ce que je peux faire et tout, ben ouais, on fait des trucs comme ça et ça C'est c'est un facile. premier pas. Chaque ville, chaque village, chaque quartier, on peut se dire allez, on sort, tac, on ramasse un peu et tout. Mais après, la question, c'est alors moi je trouve ça hyper important, j'adore ramasser les déchets. Mais où vont-ils? Et en fait, c'est bien, en Chez effet. Corail du coup. C'est un premier pas, et ensuite c'est bien de faire le pas d'après et de pas s'imaginer que notre action, genre j'ai bien trié, j'ai bien rangé, est suffisante. Mais c'est un premier pas, comme tu disais, et il y en a plein, et c'est un premier pas. On a vu aussi, pour finir cette rubrique, on a vu Greta Thunberg, la militante environnementale aux États-Unis, aller faire un pitch au Congrès américain. Elle est allée aussi saluer Barack Obama. J'imagine que vous avez vu passer les images. Un petit fist bump avec Barack. Rien que pour ça, je l'envie. Mais du coup, on a vu passer cette info. On parle même de Greta Effect. Ouais. Est-ce que vous y croyez? Parce que du coup, elle a traversé l'Atlantique. Vous avez vu l'info, elle a traversé l'Atlantique avec son bateau zéro carbone. Est-ce que ça, c'est positif ou justement, en fait, ça nous met un peu la pression en mode, du coup, on n'a plus envie de prendre l'avion, on peut plus rien faire. Et comment on voit ça? Et il faut nous mettre la pression. Il faut qu'on se la mette, la pression. Enfin, à un moment donné, il faut se mettre la pression. Quand il y a le feu, il y a le feu. Et... Il y a le feu là. Moi je crois Et qu'il il y n'y a a le pas feu. beaucoup la pression non plus. Alors, moi, je suis d'accord avec ça. Juste, Attention, Non, mais- attention, scission. ne soyons pas binaires. Dans C'est quoi ta France, on n'est pas binaire. Il y a une chose quand même sur laquelle j'aimerais vous interpeller. C'est-à-dire que, évidemment, l'urgence climatique, on la connaît. Il faut se mobiliser et à la fois mettre en place des actions durables pour qu'on sorte de cette galère. Moi, ce qui m'embête dans le discours, je vous donne mon impression personnelle. Ce qui m'embête dans le discours, c'est que du coup, il y a une espèce de pression sur les ménages. Et du coup, moi, et plutôt que sur les entreprises, alors qu'à mon sens, c'est, et on en parlait tout à l'heure, qu'on aille organiser comme World Cleanup Day des actions de mobilisation pour aller ramasser les déchets plastiques, c'est formidable. Mais en fait, toute la production qui se fait, c'est le système économique, c'est le système des entreprises. Donc on va taper sur la ménagère qui doit gérer 4 enfants. Et je pense que, on peut dire que c'est pas bien qu'elle trie pas ses déchets, mais en fait, le problème, il vient pas d'elle. Donc comment est-ce qu'on fait pour justement ouvrir un peu le spectre, pour faire en sorte que du coup, on puisse rebasculer les choses? Parce que oui, il faut se mettre la pression. Mais ça sert à rien. Si on se met juste la pression entre nous, en fait, on va pas aller bien loin, les gars. Qui va réagir à ça? L'histoire de l'humanité. Non, mais en fait, ce que tu dis, ça rejoint la question de où est la cause, où est la conséquence. La conséquence, le fait qu'il y ait des déchets partout, c'est parce que ça a été produit. Merci Coca-Cola. Enfin, je veux dire, entre autres Coca-Cola. Donc, bien sûr que c'est important de raisonner, de dire oui, il faut quand même nettoyer les déchets, et il faut se mettre la pression entre guillemets à tous les
comment dire, à tous les niveaux et en même temps bien se rendre compte que ton vol à toi, aller-retour à toi, il va pas non plus complètement changer la face du monde. La France, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on n'est que 4% en même temps. Donc, moi, parfois, je culpabilise à mort quand je prends un avion parce que j'en prends encore et que je pense que c'est bien l'exemplarité, mais j'en suis pas encore à pas en prendre. Donc, je pense que c'est des cheminements personnels que chacun a à faire. Mais on va pas juger les gens parce qu'ils prennent l'avion non plus. C'est là où ça revient, ce que disait Samy, restons le cœur ouvert. Mais il faut quand même se mettre un peu la pression. Et du coup, il y a quand même une différence fondamentale entre l'écologie individuelle et l'écologie politique. Par exemple, si on prend l'exemple de Coca-Cola, qui est le premier producteur de plastique au monde, on pourrait choisir politiquement, c'est une décision politique, de ne plus faire de bouteilles en plastique. Moi, j'aime bien le Coca, on fait des bouteilles en verre, consignées. Tu vois, dans tous les pays du Sud, ils font ça parce que le verre, ça coûte cher en fait. Même dans les pays du Nord, moi j'ai vécu en Belgique, ils le font aussi. Bah voilà, en fait, ça serait juste logique. Et sauf que vu qu'ils gagnent un peu plus de profit en jetant, en faisant ça, et ben on fait ça. Mais en fait, faudrait qu'on ait un vrai pouvoir politique. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, puisque c'est juste un pouvoir économique. Et voilà, c'est là-dessus qu'on se fait avoir, quoi. Vous avez raison. Non, genre du coup. Est-ce qu'on a répondu à la question ? Ouais, vous avez répondu à la question. Alors du coup, je vais en profiter pour. Tu voulais dire un truc ? Moi, je voulais peut-être dire juste un petit truc, mais après, moi, je ne suis qu'une artiste, évidemment. Ouais, mais justement. Mais du coup, je me demande si on ne devrait pas justement. En fait, est-ce que tout le monde aujourd'hui est déjà embarqué dans ce système économique ? Est-ce que tout le monde, c'est-à-dire le monde, la Terre entière, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore des pays qui ne sont pas régis par la loi de l'économie ? Et si non, à un certain c'est les peuples indigènes. Il y a les peuples indigènes, mais il y a peut-être encore des pays ou des nations ou des endroits, des régions, j'en sais rien, qui ont potentiellement encore la place de pouvoir dériver et prendre une autre direction que la nôtre, qui est pas une bonne direction, en tout cas au niveau économique. Ça, je sais pas trop. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant et je vous fais réagir tout de suite. Je vais compléter par une dernière information bonus que j'ai pour vous, que j'ai trouvée cet après-midi, que je trouve croustillante. Et avant de la lancer, je voulais revenir sur un truc. C'est vrai que les manifestations de demain, on va avoir d'un côté les gilets jaunes, tu en as parlé, et d'un côté on va avoir la mobilisation pour le climat. C'est marrant parce que du coup, les deux mobilisations sont techniquement pas ensemble, sauf qu'en fait, ils ont un objectif commun ou un adversaire commun qui va être le capitalisme. Je suis pas sûr que les organisateurs de la marche climat s'affichent comme anticapitalistes. En tout cas, ils rechignent un peu à le dire et on se demande pourquoi d'ailleurs c'est un peu louche. Mais pas stupide non plus, quoi. Bah ouais, mais nous c'est un peu ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils sont parfois pas assez radicaux dans leur prise de position politique. Faire des actions non violentes, tranquilles et familiales, oui c'est bien, il en faut. Mais il faut aussi de la radicalité dans les paroles et dans les déclarations et dans les dénonciations, quoi. Ouais. Les dernières infos du coup dont je parlais, est-ce que vous avez entendu parler de Denise Ho ? H.O. Alors Denise Ho, que j'ai découvert récemment, on vous passera des extraits prochainement. C'est une pop star hongkongaise, une pop star chinoise qui du coup est passée par la Star Academy. Elle a une carrière assez fulgurante et en fait elle s'est mise du côté des manifestants hongkongais depuis ces dernières semaines. Elle est tellement connue que certains policiers lui demandent des selfies quand elle est en manifestation. Non mais c'est surréaliste. Et en fait, elle s'est brouillée avec son label, elle s'est brouillée avec sa maison de disques, avec tout ce qui la mettait en fait dans une situation un petit peu de confort capitalistique, pour reprendre cette expression. Et donc elle a fait bloc, elle a fait refus de tout ce confort, justement pour soutenir en fait les actions citoyennes. Est-ce que c'est ce qui manque en France, des artistes qui sont davantage engagés ? Fidia peut-être. Pas évident, hein, parce que l'artiste, il n'a pas forcément envie de prendre cette place de leader non plus, quelque part. Ils ont une visibilité médiatique qui leur permet de le faire. Si demain Jennifer allait mettre un gilet jaune, je pense qu'on en parlerait. Oui, voilà, c'est que du coup, il y a cette visibilité médiatique. Donc, je pense que ça dépasse l'artiste, en fait. C'est plutôt là des gens qui ont une visibilité, qu'ils soient artistes ou pas, effectivement, qu'ils sachent s'en servir et pour les bonnes raisons. Ça serait bien, ouais. Il y avait un humoriste, et je cherche son nom, qui était au départ pro-gilet jaune, enfin, qui a voulu. Non, c'est ça. Ah zut, Dubosc, Franck Dubosc.
Et comme parmi les gilets jaunes, forcément, il y a aussi des fachos, forcément, et comme il y en a partout, je suppose. Et du coup, d'un coup, il a fait hop, moi je me désolidarise. Voilà, parce qu'évidemment, dès lors que tu te dis que tu te rallies à un mouvement, si ce mouvement il est un tout petit peu. C'est comme si tu devais le représenter dans son entièreté et que ce mouvement devait être pur et avec aucun méchant dedans. Donc je pense que personne n'ose vraiment. Se mouiller parce que la pire insulte ce serait d'être un facho lui aussi. Donc on en revient aux intersections une nouvelle fois. Oui, puis comment ne pas bref. C'est peut-être pas une question de leader, en tout cas c'est une question de prise de parole et de pouvoir peut-être s'exprimer sur les sujets et voilà, c'est tout. Alors, on donne aux gens qui ont de la visibilité le temps de s'exprimer sur ces sujets. Voilà. Ouais. De réaction ? Le temps. Moi je pense qu'il faut justement qu'on arrête d'avoir des leaders. Je pense qu'il faudrait qu'on se rapproche de la théorie anarchiste là-dessus et qu'on soit citoyen, c'est-à-dire que ce soit ensemble, de manière démocratique, que le peuple, les citoyens, les personnes, les individus se fassent de la politique ensemble, réfléchissent comment faire. Mais c'est dur parce qu'on a l'habitude qu'il y ait des gens qui nous disent quoi faire et qu'on les suive, et il faut arriver à trouver une autre démarche où c'est collectivement, ensemble, qu'on s'organise et qu'on fait des trucs. Je suis d'accord avec l'idée de collectivité. Après, sur l'idée du leader, c'est communément admis quand même que l'humanité a besoin d'être... c'est instinctif qu'on suit ce qui nous paraît être le plus légitime à suivre. Maintenant, on est dans une société, il faut savoir aussi qu'on est dans une société où on est sur la base du leader désigné par des votes, par des suffrages, par des partis, et on n'est pas dans une optique de leader naturel. Donc, je ne dis pas qu'un jour un grand messie va surgir au milieu de la foule et guider l'humanité, quoique, il y a des histoires qui pensent que. Donc voilà, je pense quand même qu'on a besoin de suivre quelqu'un à un moment donné, parce que si on se retrouve avec toute l'humanité dans la même direction, connaissant l'humanité, ça va mal se passer. Il faudra quelqu'un pour tempérer. Justement, chez XR, est-ce que vous êtes ouvert à tout ce qui est alternative citoyenne, comme le système de tirage au sort, d'assemblée citoyenne Est-ce que c'est des sujets qui sont... Du coup, chez Extinction Rebellion, il y a 4 revendications. Ouais. La 4e, c'est assemblée citoyenne. Ok. C'est-à-dire, la première, c'est donc qu'il faut dire la vérité et communiquer clairement sur l'urgence écologique et climatique actuelle. Deuxième, c'est arrêter les énergies fossiles et zéro énergie fossile en 2025. Donc c'est une décroissance de ouf. La troisième, c'est arrêter totalement de détruire les écosystèmes océaniques et terrestres dès maintenant. Et la 4e revendication, c'est des assemblées citoyennes décisionnaires, donc qui ont la décision, qui vont prendre la décision pour comment on fait maintenant pour mettre en place ce changement. Très bien. Je vais passer à la prochaine séquence. Je vous donne des propositions. On fait un tour de table et vous me dites si vous le faites ou pas. C'est une évaluation. Tu n'as pas parlé de Thomas Braille qui est juché sur son arbre devant le ministre justement, je croyais de l'écologie, mais c'est pas ça du coup. Si, devant le ministère de l'écologie, qui est vide. J'ai pas compris. Eh ben, il est sur son... C'est un platane. C'est un mec qui est sur un arbre depuis 3 semaines. Il fait une grève de la faim, ça il est juste dans cet arbre pour dire qu'il faut qu'on arrête de couper les arbres en ville. De couper les arbres. Parce qu'ils sont malades. Parce que les arbres sont sains et qu'ils nous aident. Et qu'il faut qu'on arrête donc à chaque fois de prendre des décisions... Alors, j'en ai pas parlé parce que du coup c'était vraiment au micro. J'avais une question plus philosophique que je voulais vous poser, mais je voulais la garder pour la fin. Mais du coup, je vais la poser maintenant vu que tu me pousses au pied du mur. Les forêts doivent-elles devenir des biens communs mondiaux ? Clairement. Ah oui. Ça serait pas mal. Ah ouais, mais comment on fait du coup ? On va se faire une petite cabane ensemble. Je suis pas sûr que l'ONU soit très motivée pour faire ce genre de choses. C'est très anarchiste comme pensée. Ah, c'est toi qui le dis. Non mais j'adore. Non mais pourquoi ? C'est-à-dire que c'est commun. Non, mais ce serait commun, et donc ça veut dire que... Qui dit droit commun ne dit pas forcément anarchisme. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça veut dire qu'on serait tous responsables d'elle. Et ce que je trouve magnifique, en fait. En fait, on a déjà une constitution qui nous permet de faire ça. La Bolivie, dans sa constitution, a mis on protège la forêt. Donc, qu'est-ce qui nous empêche ? Allez, il y a une certaine époque, Sarkozy avait dit c'est 3% de déficit. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, c'est une orientation politique. Bien sûr. Culturel qui fait. Ah non mais moi je suis pour, attention, évidemment. Mais non mais évidemment. C'est même l'inverse qui est bizarre, en fait. L'arbre ne doit pas appartenir à quelqu'un, en fait. L'argent. Oui, mais la terre dans ce cas ne devrait pas appartenir à quelqu'un. Dans ce cas, il ne devrait plus y avoir de propriété privée. Ah voilà, on abolit la propriété privée. Là, on parle de choses concrètes. Voilà. Non, mais c'est ça la radicalité. Mais c'est là où petit à petit, c'est un truc qu'on a tous intégré à fond. Ouais. Et c'est peut-être ça en fait qu'il faudrait au moins questionner, quoi. Aujourd'hui, c'est ouf de questionner ça. Tu vas dans la rue, tu dis cet objet, en fait, il est pas à toi. Les gens, ils pètent des câbles, quoi.
Parce que du coup, si cette forêt, elle n'est pas à l'État et qu'elle est à tout le monde, eh ben, donc ça veut dire qu'elle n'est pas une personne, donc il n'y a plus de propriété privée. Par contre, les autochtones, quand on entend les Brésiliennes parler, les indigènes parler, elles disent cette forêt, nous on la défend, on s'en occupe, on la gère. Et ce serait intéressant d'ailleurs de les questionner. Est-ce que vous vous sentez propriétaire de cette forêt ? Certainement que c'est pas leur sentiment. Ils devraient avoir un siège à l'ONU, ces gens-là. Mais bien sûr, mais Ils sont souvent invités, hein. Ça fait joli, ils viennent, ils parlent. Ils ont des leur langue plumes. étrangère. Oui, mais ils ont pas de poids dans le Ça n'a dans pas le de poids vote. derrière, non. Ça n'a pas de poids derrière. Bon, alors du coup, j'en passe à mon cas pratique. Ouais. Qui autour de la table a arrêté de manger de la viande ? A réduit sa consommation de viande ? Bah moi. Réduire tout le monde, je pense. Ouais. Après, arrêter strictement, c'est autre chose. Il y en a qui le font. Ouais. Personne ? Bah si, moi. Tu manges plus du tout de viande ? Ah non, je mange plus de viande. Moi, ça m'arrive. Moi aussi. Pareil. Qui recycle viande de qualité. systématiquement de la viande kémassée, c'est ça ? Ouais. Avec du Mozart. Ah oui. Qui recycle systématiquement ses déchets ? Bah moi. Moi, j'ai vu que ça servait pas. Enfin, Oui, en je tout suis pas cas, sûre que ça serve, j'avais mais- compris quand même. Peut-être que ça a changé. Si autour de cette table, vous pourrez peut-être m'aiguiller, mais que en fait, les déchets n'étaient pas vraiment triés jusqu'au bout et que finalement, ça ne servait pas à grand chose de les trier dans son ménage. Ça, je crois que c'est plutôt la mairie de Paris qui déconne un peu. Bah, du coup, il y a- Donc, il y a- moi, Qui j'ai- remélange j'ai tout à la déjà fin. vu des Il y a pas un truc camions comme ça qui prennent les deux poubelles, quoi. Donc du coup, c'est vrai que je n'ai pas cet acte dans mon chez moi. Par contre, je fais un compost. Ça, c'est quand même. Par contre, je consomme peu de déchets. Ah, voilà, réduire Donc les déchets. ouais. je n'achète Déjà, quasiment pas d'emballage. Enfin, j'achète aucun emballage quasiment. Tu fais que du vrac. Ouais. Il y a une différence entre trier et recycler en fait. Ce qu'on trie, on le trie, tac tac, mais en fait c'est pas recyclé derrière quoi. Bah, Ça bien va sûr. juste, c'est bien trié et ça va dans des décharges mais triées quoi. Et il y en a même c'est des conteneurs entiers de trucs triés qu'on envoie en Malaisie, je sais pas quoi, pour qu'on les C'est jette ça. là-bas. Ouais. Parce qu'en fait on produit Plus énormément dans les trop, eaux internationales où on c'est. produit énormément trop de déchets et on n'a pas la capacité technique ou alors même si on l'avait, vu que c'est pas rentable de recycler, bah en fait on le fait pas. C'est toujours le système d'économie de marché et de profit quoi. Troisième profession, qui urine sous la douche ? Au calme. Économie d'eau, ça soulage. Mais c'est encore mieux dans les plantes. Dans les plantes ? Bah ouais. Ah, Enfin, c'est en pas centre-ville, vrai. hein, Ça désolé fait pour du ceux qui bien aux habitent à plantes. Paris. Mais dans les plantes, mais parce C'est que très tu crois sain. que sur les, non, je savais pas. C'est bien. Dans la terre, en un fait, peu d'azote, tu leur mets de l'azote. C'est ça, c'est des sels minéraux et tout, c'est bon pour les Oh, bah voilà. Ok. Ça, D'ailleurs, je crois qu'ils organisent Une des nouvelles stages, lubies que je vais ce ramener à la week-end, maison. On peut Tu venir vas acheter tous, des plantes. Mais j'ai des plantes. J'en ai je sais plein. pas, non, mais Je vais pour faire démocratiser ce truc, parce que. Ouais, si vous voulez, demain 10h, on va tous pisser sur l'Elysée. Hein. Mais c'est pour que ça pousse bien. Exactement. Favoriser les circuits courts et le zéro déchet. Bah oui. Clairement. Ouais. Bah oui. Alors, mais ça, Ça, c'est c'est deux sûr. choses différentes. Est-ce qu'on le fait là Enfin, du coup, c'est ça la question Oui. Parce que Non, mais je ce le que fais j'ai- pas. Après, le zéro déchet, c'est chaud quand même. On le hein. sait, et quand Le est-ce qu'on zéro. passe à l'action ? Parce que tu vois, l'avocat, il y a zéro déchet, mais sauf qu'il vient du Pérou, quoi. Ah, Mais c'est ça pas fait un mal. circuit court, ça. Bah, je sais, c'est Oui, pour non, mais ça. là, c'est les deux combinés qu'il faut dire. Ah oui, non, mais de combiner Ah oui. les deux, pour moi, c'est deux sujets différents. C'est-à-dire que l'emballage, c'est un sujet, et le fait que. C'est-à-dire que tu peux avoir ton truc en vrac, mais qui vient du bout du monde. C'est là où petit à petit, ton cercle de ce que tu peux consommer devient de plus en plus petit, en fait. Bien sûr. Mais c'est un choix. Non, mais en plus. Mais tu le fais ? Bah ouais, moi je le fais. Ah, c'est vrai. Je prends que des trucs de saison. Mais c'est compliqué de le faire quand même. Mais c'est compliqué. Et le zéro déchet, c'est quasiment impossible en fait. Un zéro, hein, c'est impossible. Je voudrais donner un exemple sur l'industrie alimentaire justement. C'est que quand tu veux acheter du bio en circuit court, c'est emballé de plastique. Je comprends pas le concept, Ouais. tu vois. Et tu vas chez Carrefour, Franprix, Monoprix, c'est pareil. Tu vas acheter du bio qui est local, c'est emballé de plastique. Pas dans les AMAP, pas dans les vrais circuits courts, quoi. Ouais, il faut aller au marché en fait. Ouais, c'est clair. Au supermarché. Ouais, il faut plus aller dans les. Et dans les biocopes, c'est pas en idéalement. plastique. Ok. Non. Par contre, c'est vrai qu'il y a des biocopes. Je sais pas, il y a des trucs qui s'appellent Naturalia ou je sais pas quoi. Je sais pas si c'est vraiment des biocopes parce que ça me paraît un peu bizarre cette histoire. Pas trop. Je les connais Parce pas bien, que, moi, malheureusement. en tout cas, c'est des On fera produits qui. On fera Oui, certainement un format pour les comparer. pour Parce comparer. qu'on n'y voit pas intéressant clair, comme franchement, il y en a dans tous les sujet. sens. C'est Ouais. vrai qu'on manque de, je sais pas comment on fait, on manque énormément de visibilité. Exact. Bah, il faut Moi, je me aller mets tester. je me mets à la place d'une ménagère qui a ses gamins et qui doit les amener à l'école. Je me dis déjà, mais comment on fait pour s'en sortir? Ah bah, il faut du temps, Il hein. faut faire une thèse sur chaque sujet, c'est pas possible.
On est des ménagères qui emmenons nos enfants à l'école. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la ménagère, c'est un être humain normal. Et ça dépend de les ménagères. Non, mais ce que je veux dire, j'aime cette expression. Je me dis, mais la ménagère qui amène ses gosses, c'est moi la ménagère. C'est pas en termes d'audience, ça, ménagère. Non, j'aime pas du tout cette expression de ménagère. Tu l'as dit 2 fois. Non, on est des femmes et on est maman et on emmène nos enfants à l'école et les papas aussi les emmènent. Et ils ont aussi leur poids. Ils emmènent aussi les papas, les ménagers. Tu as raison. Emmènent aussi leurs enfants à l'école. Je m'engage à dire ménager tout au long de la saison. Voilà, c'est la première. Et du coup, tu me reprends, Marie-Vonne, tu fais bien. Je dirais ménager à l'avenir pour l'égalité des genres. Non, mais oui, ménagère, ça avait quand même un sens par rapport à la publicité et par rapport aux cibles. Donc ça avait quand même, mais c'est vrai que ça fait très modèle patriarcal. Ça veut dire et donc, du coup, ça fait partie du wording qu'il va falloir faire évoluer. Mais parce que c'était le cas. Ça l'est aussi parce parfois. que que ça l'est encore. C'est une vraie cible. Ça l'est toujours, sans rentrer trop loin, ça l'est toujours parce qu'à partir du moment, quand on parle de l'égalité des salaires, c'est comme dans la volonté politique, si demain on voulait qu'il y ait l'égalité des salaires qui soit mis en place, ça serait déjà fait. Sauf que le problème, c'est pas le salaire en lui-même, c'est le rapport déséquilibré qu'il y a entre les congés parentaux, entre l'homme et la femme. Et les pays scandinaves l'ont bien compris. Ça, c'est un gros truc, ouais. C'était beau, là, quand d'un coup, t'as pris cette parole. Mais tu vois, je suis bien quand je suis emménagé, non ? T'es excellent. Voilà, bon Proposition suivante, éviter les bouteilles en plastique. Ouais. Moi j'en ai une, mais ça fait 6 mois que j'utilise, tu vois. Ouais, moi je fais. Le plastique, c'est durable. Là, tu vas redoubler, Marie-Vonne. Tu vas redoubler. Il me semble qu'il y a des microplastiques qui rentrent dans ton organisme. C'est horrible. Hein. Ça, on me l'a donné. Et je la bois, mais je sais que je m'intoxique. Moi j'ai envie de crever, du coup je bois ça. Favoriser le covoiturage. Ouais, ou arrêter de prendre la voiture. Enfin, j'habite à Paris, donc ça va. Et tu bouges jamais. Mais comment tu. Ah oui, tu prends le train, du coup. Mais en vrai, le stop, c'est encore mieux que le covoiturage. C'est plus long, non ? Non, ça va. Non, mais je rigole. Ouais, non, c'est bien, il faut covoiturer. C'est ouf quand tu vois le nombre de personnes, surtout aux heures de pointe, 2 fois par jour. Et t'es seul dans la voiture, parfois 2, mais c'est rare et c'est le max, quoi. Et moi, je passe en vélo à côté, je m'étouffe à cause des gaz d'échappement et tout, c'est l'enfer. Et ça, à 8h30. On est aussi dans le même cas quand on est derrière un bus. Ouais. Moi, je retiens ma respiration et je respire quand il passe la vitesse. C'est ouf, hein, c'est vrai. Les transports collectifs aussi, ça pollue, quoi. Bon, c'était le. Bon, du coup, il y a encore un peu de boulot, si j'ai bien compris. Mais je me permets quand même, tout ce que tu as dit, c'était vachement intéressant, hein, mais c'était que l'écologie individuelle. C'était que les petits gestes que le colibri peut faire pour faire sa part. Et ça a été calculé. Si tout le monde était parfait en termes d'individus et qu'on faisait tous parfaitement ce qu'on pouvait faire, on aurait réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 20%. Et 80%, c'est le système. C'est le système qu'il faut changer, c'est pas les petits gestes. Mais j'ai un petit peu ouvert le chapitre tout à l'heure quand je t'ai pingé là-dessus. Et d'ailleurs, vu qu'on arrive à la fin de cette émission, je te propose qu'on fasse un petit tour de table sur justement sur ce sujet-là spécifique qui est comment est-ce que demain on peut essayer, au-delà de nos actions individuelles, de faire infléchir la trajectoire qui est plus de l'ordre de l'entreprise, du corporatisme ou de la pensée philosophique finalement. On peut penser au dernier bouquin de Thomas Piketty d'ailleurs sur le sujet. Mais comment est-ce que tu peux, comment tu vois la suite, qu'est-ce que tu préconises pour qu'on change d'alternative au-delà de la désobéissance civile pure et dure, parce que en fait, à part un renversement pur et dur, j'ai du mal à voir comment est-ce que vous pouvez mettre en place ce changement de trajectoire économique dans une croissance qui est devenue folle. Moi, depuis que je suis étudiant, j'entends que ça. Est-ce que la croissance zéro, machin, etc. J'ai une tonne de bouquins là-dessus. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Mais il faut arrêter la croissance. Il faut sortir de ce paradigme, il faut tout changer, il faut faire la révolution économique et politique, il faut changer le système. Alors, tu vois, c'est drôle parce que sur la croissance zéro, moi, je suis un peu dubitatif. Parce que, en fait, la croissance, c'est juste un taux de variation. C'est-à-dire que tu dis entre l'année N et l'année N+1, il y a un taux d'évolution de X ou de Y. Sauf qu'en fait, si tu places ta production économique, ou en tout cas le développement économique sur des activités qui ont un impact positif, tu peux avoir de la croissance, puisque à la fois, tu vas avoir un impact positif sur l'environnement et tu vas créer des richesses. Ouais, je suis pas d'accord. J'ai jamais entendu ce discours. Si, ça c'est la croissance verte, c'est le discours officiel de Macron et de tous les dirigeants du monde. C'est pas vrai, c'est un mensonge et c'est le plus gros piège et il faut absolument pas aller là-dedans. Explique-nous pourquoi peut-être. Parce qu'en fait, l'activité économique se fait sur la base d'extraction de ressources naturelles et de leur utilisation. Et ça, c'est impossible de faire un découplage entre l'utilisation des ressources naturelles et la croissance économique. On peut pas avoir de croissance sans utilisation de ressources naturelles.
Et aujourd'hui, on a trop utilisé les ressources, on les utilise trop, et c'est ça qui nous mène à la catastrophe, quoi. Donc il faut arrêter d'extraire et d'utiliser en masse les ressources. Il faut utiliser uniquement les ressources renouvelables, c'est-à-dire la biomasse, c'est-à-dire l'agroécologie, etc. Si je fais du service et que je vais chez des gens, en fait, il n'y a pas d'extraction. Et pourtant, Tu vas comment chez les gens? Je peux y Avec aller ta voiture? Pas nécessairement, tu vois, on en parlait à l'instant. Je peux y aller en vélo, je peux y aller non, à mais pattes. il y a plein de trucs à réinventer, c'est sûr. Non, mais C'est pour ça sûr que l'économie des services, en effet, en théorie, elle peut être découplée des ressources. Mais en pratique, c'est pas vrai. Il y a des études qui montrent que non, parce qu'en fait, on a des gadgets Là, il n'y a pas besoin d'une technologiques, étude. etc. En 2 secondes, je te donne un exemple de comment est-ce que je peux le faire sans que ce soit un problème. Donc ça, il faut pouvoir le dire. Il y a une autre type d'économie qui est possible, où on peut créer des richesses sans pour autant que ça démolisse la planète. Ah, c'est sûr, il faut créer une économie. On aura forcément une économie qui nous apporte de la richesse, du bien vivre, etc. Et qui détruise pas la planète. Il faut qu'on trouve comment faire. C'est pas évident, quoi. Oui, mais c'est quoi la richesse? C'est quoi le bien vivre? C'est-à-dire que si la richesse et le bien vivre, c'est de pouvoir regarder la télé, avoir plein d'objets tels que des iPhones, enfin toute cette technologie, tout vient de la Terre. En fait, c'est vrai que quand on conscientise que tout ce qu'on a sur soi, tout ce qui nous entoure, ça a été prélevé à la Terre. Ça ne sort pas de nulle part. Tout se transforme. C'est juste que tout vient de la Terre. Et dès lors, dire on ne veut plus prélever de la Terre, ça veut dire du coup, on va le trouver où notre plaisir et notre richesse, et c'est ça qui est à réinventer. C'est là où le capitalisme, il avait une super belle histoire. C'est regarde, on va te donner des beaux produits qui viennent de la terre, je te le dis pas, mais ils viennent de la terre, et tu vas les acheter et ça va te donner du plaisir. Et cette promesse, le capitalisme, il la tient. Les gens prennent du plaisir et consomment. C'est une source de dopamine de dingue. Et les médias, pareil. Donc sortir de cette drogue qu'est la technologie, que toute cette production et cette consommation, pour créer un monde avec une richesse merveilleuse qui ne serait pas extraite de la terre, c'est ça qui a inventé. Mais clairement, je sais pas. Enfin, la nouvelle histoire qu'on va raconter, justement, qui va faire rêver, c'est quoi? Ce sera après l'effondrement, de toute façon. Ce sera après l'effondrement. Mais du coup, elle est. Et l'effondrement de quoi, parce que du coup, j'ai pas la société. La société, dans quelle société? Est-ce qu'on parle de la Du société monde. occidentale? Est-ce qu'on parle de la société globale? Parce qu'en fait, peut-être qu'on peut faire une transition. C'est là où c'est un peu complexe. C'est-à-dire que la société occidentale, qui est oui, c'est capitalistique principalement, en fait, elle est aussi suivie par la société asiatique, qui elle voit les opportunités, les développe, et a un rapport moral qui est complètement différent. Et eux, ils sont pas dans le même type de projection d'effondrement que nous, on peut l'être parce que nos modèles sont obsolètes. Ok. Non, je sais pas si. Mais en fait, oui, quand on parle d'effondrement, c'est vrai que. Est-ce que la Chine va s'effondrer? Est-ce que la Chine va s'effondrer? Je sais pas trop. Que les autres. Oui, l'effondrement qui est prévu. Après, moi, je sais pas non plus dans tous les détails, mais l'effondrement, c'est une société effondrée. C'est quand l'État ne peut plus assumer l'eau, la nourriture, l'eau, la sécurité, l'énergie. Il ne peut pas donner les moyens primaires de survie au peuple. Et on parle pas d'une société effondrée, mais d'une planète qui risque de s'effondrer. Alors du coup, on va finir sur une phrase sur une citation. Effondrement, peut-être qu'il y aura, peut-être n'y aura-t-il pas, je ne sais pas. On verra ça tout au long de la saison. On décortiquera tous les sujets. Je vais finir avec une citation de Greta Thunberg. Je veux que vous écoutiez les scientifiques et je veux que vous vous unissiez derrière la science. Il ne s'agit pas de vision politique ou de mes opinions, mais de science. Voilà. Eh bien, c'est ça. Mobilisez-vous. Je remercie toutes les équipes de C'est quoi ta France, Stanley à la régie. Je merci aux invités d'être là aujourd'hui, d'avoir pu présenter leurs organisations, leurs engagements. On fera ça tout au long de la saison. Mobilisez-vous demain si vous souhaitez, que ce soit pour les Gilets jaunes, que ce soit pour la mobilisation climat. Et renseignez-vous sur XR, puisque du coup c'est un mouvement qui mérite toute notre attention. Je vous invite également à aller voir un spectacle Marivonne dans Nous les Humains. Quelles sont tes prochaines dates, Marivonne?
Des dates au point-virgule qui sont à fixer. Ce sera des dates exceptionnelles. Et on va suivre ça avec grand plaisir. En France, au point-virgule, le théâtre légendaire d'Elikaku. On l'embrasse. Et dans toute la France. Vidia, je sais que tu pars en atelier ce week-end, en atelier d'artiste. Je vais préparer une expo dans un cloître en fait qui va être détruit malheureusement. Et donc on a la chance d'avoir une nana qui s'appelle Doris qui se bouge pour récupérer justement des endroits qui vont être détruits et pour y faire des endroits de culture. Et là notamment une expo qui va durer 1 mois à Angers, en plein cœur d'Angers. Voilà, dans le cloître de Nazareth. Et on pourra te suivre à la Nuit Blanche sur Paris. Parce qu'on sera là également. Merci à tous. C'était la première de C'est quoi ta France. À la semaine prochaine, 21h, 22h. Yes. Merci. C'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Je t'ai pas remercié. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Je vous demande de vous arrêter. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Au revoir. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.